Bonjour donc, soyez les bienvenus à ce Speak Up S2I. Je suis Bernard Gart, responsable de la practice MBSE. J'ai la chance de pouvoir accueillir tous les ans quelques stagiaires. Cette année, c'est Emeline et Dylan de l'Effray. Le sujet de stage est l'étude MBSE d'un système de pilotage automatique d'avion. Emeline s'est concentrée sur la partie descente et atterrissage. Dylan s'est concentré sur la partie montée et croisière. J'ai été impressionné par le résultat de leur travail pendant 4 mois déjà. Mais que 4 mois. Je pense que ça ouvre des perspectives intéressantes. Je vous laisse les découvrir. Bonjour, donc je suis Dylan Asmar et nous allons commencer par un bref sommaire de notre présentation. Donc nous commencerons par une présentation de qui nous sommes concrètement. Nous enchaînerons avec la présentation de nos sujets. Puis nous vous présenterons l'approche que nous avons adoptée, qui est le MBSE à travers l'approche objet. Nous enchaînerons avec plusieurs aspects constitutifs de nos pilotes automatiques, donc la structure, les diagrammes de séquence, les cas de test. Ensuite, nous parlerons un petit peu de comment communiquer avec ce pilote automatique à travers donc, une interface homme-machine qui s'appelle le panel diagramme. Et avant de terminer, nous évoquerons comment nous faisons la connexion avec le simulateur de vol, parce qu'il y a une connexion avec un simulateur de vol qui est Flight Simulator. Nous ferons une démonstration, ou même plusieurs démonstrations que nous commenterons, et nous terminerons par une conclusion et des axes d'ouverture. Bonjour à tous. Donc, avant de vous détailler nos projets de manière plus approfondie, on va se présenter un petit peu avec Dylan. Donc, nous sommes 2 étudiants qui avons fait l'Effray. Donc, là, nous sommes en Master 2 et nous avons suivi une spécialisation en avionique et espace. Donc, nous sommes actuellement en stage chez S2I Île-de-France pendant 6 mois. Et donc, nos 2 missions avec Dylan. Donc, pour ma part, j'ai pour mission de modéliser l'atterrissage automatisé d'un pilote automatique de la phase de croisière jusqu'à la phase de descente pour atteindre le freinage. Et pour Dylan, sa mission, c'est de modéliser un pilote automatique pour avion de ligne pour les phases de montée et de croisière. Donc tout d'abord, avant de présenter concrètement nos pilotes automatiques, il est bon de rappeler, ou plutôt de vous informer du fait que nous avons conçu un pilote automatique selon une approche, on va dire, conceptuelle. Donc, en fait, les pilotes automatiques que nous avons créés répondent à l'idée que l'on aimerait d'un pilote automatique. Donc, il n'y a pas de technique derrière. Et par technique, je veux dire qu'il n'y a pas de calculateur, redondance. Tout cet aspect-là n'y est pas. Nous avons donc un pilote automatique qui répond parfaitement en fait, aux idées que nous aimerions avoir d'un pilote automatique. Comme évoqué brièvement précédemment, nos sujets de stage sont séparés en 2 pour l'instant, mais nous avons vocation à les regrouper. Et pour ma part, je suis chargé donc de la création d'un pilote automatique pour les phases de croisière, de montée et un petit peu, on va dire, début de descente. Pour cela, donc, mon pilote automatique dispose de 3 modules, le module de gestion d'altitude, le module de gestion de cap et le module de gestion de vitesse. Donc, un scénario type de cette utilisation serait donc pour le module de gestion d'altitude que le pilote aimerait amener l'avion à une altitude donnée, et donc il donne une altitude de consigne, et donc l'avion part à cette altitude-là. Pour le cap, ce serait un pilote souhaiterait que, par exemple, son avion parte plein est, et donc il va entrer un cap, en l'occurrence 270 degrés, et l'avion va tourner et se mettre sur ce cap-là. Pour la vitesse, le scénario serait qu'un pilote aimerait que l'avion aille à une vitesse donnée, donc il donne cette vitesse-là, et l'avion part à cette vitesse-là en agissant sur les moteurs. Chacun des 3 modules que j'ai évoqués juste avant dispose lui-même de sous-modules qui sont destinés à être exécutés ou non selon les volontés du pilote. Pour l'exemple du module d'altitude, il est tout à fait possible à un pilote de donner une altitude et de dire à l'avion « va à cette altitude, débrouille-toi pour y aller », mais il peut très bien également imposer une vitesse verticale, et donc c'est ce que vous voyez à l'écran, et en fonction de la vitesse verticale qui est
imposée par le pilote, l'avion va adapter sa pente. Donc, on voit bien, par exemple, ici, que si le pilote impose une vitesse verticale de moins 2400 pieds par minute, moins 2700 pieds par minute ou moins 3000 pieds par minute, la pente de descente adoptée par l'avion ne sera pas la même. Pour les modules de gestion de cap et de gestion de vitesse, il y a également ce type de sous-module-là, par exemple, pour imposer un angle de virage maximum lorsque l'avion tourne. Donc maintenant, je vais vous parler de l'atterrissage automatisé. Et pour ça, je vais vous présenter tout simplement la procédure d'atterrissage. Donc ici, vous avez un schéma sous les yeux. Donc ce schéma, c'est simple. On le lit en partant d'en haut à gauche avec l'altitude de croisière et on arrive en bas à droite avec la phase de freinage. Donc sur ce schéma, on voit différentes étapes. Il y a également exactement 3 styles d'étapes différentes, c'est-à-dire la gestion d'altitude avec l'altitude de croisière, l'altitude de transition, l'altitude ILS ou encore l'altitude d'approche. On a également la gestion d'une vitesse qui est décroissante pour atteindre la vitesse finale d'atterrissage. Et on a également la configuration avion, puisqu'on doit à un certain moment déployer les trains d'atterrissage et configurer les volets. Un autre moment, un petit peu avant d'atterrir, on va vérifier que ces trains d'atterrissage sont bien déployés et on va vérifier que ces volets sont bien configurés. Donc finalement, mon projet, ça a pour but de faire un pilote automatique qui va essayer de regrouper un maximum de ces étapes. Le principal, c'est exactement de prendre tous ces facteurs en compte pour avoir un atterrissage qui fasse tout ça et qui atterrit dans des conditions optimales. Voilà. Nos projets ont été développés selon une approche MBSE. MBSE, ça signifie Model Based System Engineering, et c'est une approche qui permet de répondre à des problématiques d'ingénierie à travers des modèles. Le MBSE, il s'articule autour d'un outil, d'un langage et d'une méthode. Ici, l'outil s'appelle IBM Rhapsody, c'est le logiciel que l'on utilise. Le langage, c'est le langage UML 6ML, et la méthode se nomme Serenity. Il est bon de noter que nous utilisons un MBSE à travers l'approche objet, puisqu'il existe un autre MBSE qui utilise l'approche fonctionnelle. Dans l'approche fonctionnelle, ce sont des fonctions qui sont effectuées, mais pour passer à l'approche objet, il suffit simplement de se poser la question, qui est-ce qui fait cette fonction ? Donc ici, vous avez un diagramme de classe. Donc un diagramme de classe, qu'est-ce que c'est ? C'est un diagramme qui va montrer la connectabilité et les interactions entre différents objets. Objets qui sont ici représentés via des boîtes vertes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un environnement qui est bien plus complexe que ce que l'on va vous montrer ici, puisqu'on a beaucoup d'objets, donc forcément beaucoup de diagrammes de classe. Mais ici, on a décidé de vous en montrer quelques-uns pour que vous ayez une vue d'ensemble sur notre projet. Donc ici, par exemple, vous avez un diagramme de classe avec les objets avions, les objets pilotes et les 3 objets pilote automatique. Donc on peut voir avec ces 2 objets airplane et pilot qu'ils communiquent ensemble, ils interagissent ensemble par le biais des 3 flèches qui les relient. On voit aussi que la boîte pilote automatique hérite des connaissances de la boîte pilote, et c'est ce dont on a besoin justement pour fabriquer nos pilotes automatiques. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'ici, vous pouvez constater qu'il y a 2 boîtes pilote automatiques, une boîte pilote automatique cruise et une boîte pilote automatique landing. Donc, on a fait le choix pour l'instant de les séparer pour qu'on puisse, avec Dylan, travailler de manière simultanée. Mais l'ambition finale, bien sûr, est de les regrouper en un pilote automatique pour que ça soit finalement plus agréable. Voilà. Vous avez actuellement à l'écran un autre exemple de diagramme de classe. Donc ici, c'est le diagramme de classe de l'avion. Il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, il est possible de séparer les diagrammes de classe dans un souci de structure. Donc ici, vous voyez par exemple que airplane, donc l'avion, il est relié à pilot, le pilote, mais vous savez également, grâce à la slide précédente, que le pilote, il est relié à autopilot, et autopilot, il est relié à nos 2 pilotes automatiques. Cependant, ici, il n'est pas nécessaire de les inclure. Il convient, en fait, de représenter uniquement l'objet principal et ses relations directes. À l'écran, vous pouvez également voir que l'avion dispose d'attributs tels que sa vitesse, son altitude, mais également des ports en entrée, donc angle of roll, angle of pitch, qui sont les angles de
roulis et de tangage. Il y en a d'autres. À travers ces ports, il est possible de faire rentrer en fait les ordres de roulis, tangage, lacets que le pilote automatique souhaite envoyer à l'avion. On retiendra que les diagrammes de classe comme celui-ci permettent de créer des relations entre tous les objets constitutifs de notre pilote automatique. Ainsi, ici, on voit que le pilote, qui est nommé ici Pilot C pour pilote conceptuel, il est relié à l'avion, qui est nommé Airplane C pour avion conceptuel, par une flèche où il y a marqué It's Airplane C, parce qu'en fait, le pilote parle à son avion. Et en fait, grâce à ce lien-là, il est possible au pilote de demander à l'avion quelle est son altitude, ou sa vitesse, ou autre chose. Et ce sont des choses qu'il ne pourrait pas faire sans ce lien, sans cette flèche. Sa mission, c'est de montrer les interactions et le cheminement entre plusieurs objets. Si on prend l'image de gauche à la verticale, on voit qu'il y a deux objets ici qui interagissent ensemble, l'autopilot landing et l'airplane. Donc on voit qu'il y a des messages qui partent d'autopilot landing pour rejoindre airplane. Ici, on a un cheminement qui montre la procédure d'atterrissage pour faire un atterrissage automatisé. Le cas test, lui, va permettre de vérifier ce diagramme de séquence, de vérifier que le cheminement est bon et logique. Donc forcément, comme le cas test va vérifier le diagramme de séquence, il va de pair avec lui et donc on retrouve une symétrie. Si on regarde l'image de droite, qui est le cas test de l'atterrissage automatisé, on a une première partie qui va être les préconditions, c'est-à-dire paramétrer les paramètres initiaux avec l'altitude de la piste, le poids de l'avion, l'altitude actuelle à laquelle on commence l'atterrissage automatisé, par exemple. Et puis ensuite, on retrouve exactement les mêmes étapes que dans le diagramme de séquence, puisque c'est là qu'on va vérifier si le cheminement est bon, si le résultat final est bien ce qu'on attend finalement quand on a évoqué le besoin initial. Voilà. Ici, à l'écran, vous avez également un diagramme de séquence et son cas de test, mais ici pour le pilote automatique donc chargé de la croisière, montée et début de descente. Pour le diagramme de séquence, donc qui est à gauche, il faut garder en tête qu'il doit traduire ce que l'on aimerait que fasse notre pilote automatique. C'est comme si on partait du principe qu'on avait un pilote automatique dans les mains et qu'on se pose la question, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse? À droite, vous avez le cas de test correspondant, et il faut comprendre que le cas de test valide le scénario qui est à gauche. Ici, il s'agira de tester notre pilote automatique une fois que celui-ci est conçu par nos soins, en lui imposant ce fameux scénario qui est présenté à gauche. Et donc, ici, donc si je traduis ce qui est marqué dans le diagramme de séquence à gauche par des phrases, en fait, ça se traduirait par la chose suivante. J'aimerais enclencher mon pilote automatique par une commande qui est commande Start Cruise. Par la suite, j'aimerais commander le module d'altitude, donc demander une altitude de consigne à travers une commande qui s'appelle Start Go to Altitude at Vertical Speed. Et ensuite, j'aimerais que ce pilote automatique, de façon répétitive, demande à l'avion son altitude, puis demande à l'avion de respecter un angle de montée ou de descente précis jusqu'à ce que l'avion atteigne cette fameuse altitude de consigne. J'aimerais également, à la toute fin, pouvoir couper ce module d'altitude à travers une commande qui s'appelle ici Stop Go to Altitude at Vertical Speed. Si le pilote automatique, une fois qu'il est passé au cas de test, fait bien ce que l'on s'attend à ce qu'il fasse, le test conductor qui est intégré à Rhapsody nous renvoie une commande qui s'appelle PAST et que vous voyez en haut à droite. Test conductor, c'est un outil puissant qui est intégré à Rhapsody pour créer des bancs de test, des cas de test et tester en automatique. Donc ici, on a la machine à état du pilote, donc on retrouve toutes les phases de vol avec taxiing, le roulage au sol, taking off, le décollage, cruising, la croisière et landing, l'atterrissage. Donc si on se rappelle un petit peu du schéma avec les boîtes vertes qu'on a vues au préalable, on a des pilotes automatiques qui héritent du rôle du pilote et donc qui héritent de cette machine initiale. Voilà. Maintenant, on va voir une vidéo pour montrer un petit peu la machine de l'atterrissage.
Donc, si on regarde bien, on va voir qu'on a les mêmes états que la procédure de vol, taxiing, taking off, cruising et landing. Donc, si on va dans l'état landing, on retrouve les 3 étapes clés dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec pitching down pour l'atterrissage avec la descente, touching, le contact au sol, et braking, le freinage. Donc, on va pouvoir aller dans pitching down pour voir ce qui se passe dedans. On a 2 états qui fonctionnent en parallèle, avec descending approaching pour la descente et configurating landing pour la configuration avion. Si on va dans descending approaching, on voit qu'il y a une multitude de paliers d'altitude avec l'altitude de transition, l'altitude ILS, l'altitude d'approche ou encore l'altitude finale qui est celle de la piste. Dans chaque palier, vous pouvez voir qu'on fait appel à une action qui est appelée decrease altitude et qui permet de donner l'ordre à l'avion de descendre en altitude avec, entre parenthèses, un ordre d'altitude. Donc, cette action est générée via un code C++. Si on va dans chaque palier, on a une step qui, toutes les secondes, va vérifier qu'on passe ou pas à un nouveau palier d'altitude. Si l'on revient un petit peu en arrière, donc on va pouvoir aller dans la configuration avion pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici, par exemple, on a la configuration des trains d'atterrissage. Donc on part d'un état où les trains d'atterrissage sont rentrés, c'est-à-dire landing gear up, et à une certaine altitude, c'est-à-dire à environ 3000 pieds, on va demander au pilote automatique d'envoyer une requête pour déployer ces fameux trains d'atterrissage via l'action Deploy Landing Gear. L'avion, lui, va agir de son côté pour déployer les trains d'atterrissage et le pilote automatique va se concentrer uniquement sur la détection ou la non-détection de ces trains. Donc, soit il les détecte et il considère que tout va bien, soit il passe en mode non-détection et dans ce cas-là, il envoie une action qui s'appelle Failing Deploying Landing Gear qui annule l'atterrissage. Voilà. Très bien, donc nous allons maintenant passer un petit peu à l'interfaçage donc entre le pilote automatique et l'humain. Donc jusqu'à présent, nous avions vu l'intérieur, les constituants du pilote automatique. Et donc maintenant, nous allons voir comment communiquer avec ce dernier. Et donc pour cela, on utilise une interface entre l'homme et la machine, interface homme-machine, IHM, et Rhapsody appelle cela un panel diagramme. Donc là, vous avez à l'écran l'interface du pilote automatique pour la croisière montée début de descente. Et donc, on peut voir à l'écran plusieurs choses. D'abord, il y a 4 colonnes qui sont une colonne par module. Donc, on a la colonne tout à gauche du module de vitesse, puis la colonne du module de maintien de cap, puis la commande du module de maintien d'altitude et la commande de vitesse verticale imposée. Vous avez également des boutons rotatifs pour entrer les ordres. Vous avez des boutons tout court pour enclencher ou débrancher le module correspondant. Et vous avez des LED pour vérifier que le module en question soit allumé ou éteint. Donc pour l'interface de l'atterrissage automatisé, vous pouvez constater à première vue qu'il ne comporte pas de bouton. Et c'est normal puisque son objectif, c'est de supprimer la place du pilote dans le cockpit. Donc le pilote automatique est censé gérer tout de la phase d'altitude de croisière jusqu'à la phase de freinage. Donc ici, cette interface gère la gestion d'altitude. Donc si on la regarde plus en détail, sur la première ligne tout en haut, on a un encadré warning message. Ça permet d'indiquer si jamais il y a des erreurs au cours de l'exécution. Juste à droite, on a un encadré altitude qui va permettre de montrer l'altitude actuelle de l'avion. Ici, elle est indiquée à 3650 par exemple. Un petit peu en dessous, sur la gauche, on retrouve les 3 étapes clés de l'atterrissage avec pitching down, la descente via un angle de pitch, touching, le contact au sol, et braking, le freinage. Si on va un petit peu à droite, on détaille un petit peu plus la descente via un angle de pitch et on retrouve les différentes altitudes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc avec une altitude de transition qui ici est fixée à 4000. Bien sûr, normalement, l'altitude de transition est un petit peu située à environ 10 000 pieds, mais je l'ai mise à 4000 pour qu'on ait une exécution un petit peu plus rapide. Donc altitude de transition à 4000. Juste en dessous, on a l'altitude ILS à 3000, la hauteur d'approche à 1000 et l'altitude de la piste qui ici a été fixée à 500. Donc en face de chaque indication, vous avez une petite LED qui s'allumera lorsqu'on va aller vers cette altitude. Donc par exemple, lorsqu'on va aller vers l'altitude de transition, la première LED va s'allumer et ainsi de suite.
Juste à droite, vous avez l'encadré des trains d'atterrissage, donc qui correspondent à tous les états par lesquels le pilote automatique peut passer. Donc, soit au tout début, il détecte qu'ils sont rentrés, donc la LED up s'allume. Si lorsqu'on dépasse 3000 pieds, le pilote automatique envoie une requête et dans ce cas-là, la LED request clignotera. Et puis ensuite, le pilote automatique va détecter ou non si jamais il détecte ces fameux trains d'atterrissage. Et pour terminer la présentation de cette interface, on peut se concentrer sur le dernier bloc qui s'intitule Braking. Et dans ce cas-là, on a deux indicateurs, le poids sur les roues et la vitesse sur les roues, qui sont des indicateurs de freinage pour savoir un petit peu où on en est dans cet atterrissage. Donc, comment communiquer avec le simulateur de vol désormais? Donc déjà, il faut savoir que Flight Simulator, donc, qui est actuellement dans sa version 2020, mais qui existe depuis 2006, il utilise depuis toujours un module qui est utilisé par tous les add-ons du monde entier, et ce module s'appelle SimConnect. Ce module-là, il permet d'envoyer des valeurs au simulateur et de lire les valeurs depuis le simulateur. Ainsi, on peut très bien envoyer une position au simulateur, telle que position de manette de gaz, et on peut lire des valeurs telles que l'altitude, le cap, la vitesse de l'avion. Pour cela, on utilise une approche traditionnelle normalement, qui consiste à passer par un code C++, comme celui qui est présenté à gauche de l'écran, et qui peut être produit grâce à de la lecture de documentation qui est abondante sur le web, et qui suffit à faire la passerelle entre le code C++ et le simulateur. Cependant, comme le logiciel Rhapsody produit en réalité en arrière-plan du code C++, il est tout à fait possible de reconstituer ce même code sous forme de modèle, et c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, on voit à l'écran que le code C++ a été traduit sous forme de machine à état. Il y a 4 grands états, qui sont les états disconnected, connecting, connected et disconnecting. Et donc, en utilisation normale, lorsque l'on démarre le pilote automatique, le SimConnect va passer directement en état connected. Mais si le simulateur a un défaut ou n'est juste pas allumé, il restera en déconnected. Nous avons vu donc que SimConnect permet de faire la connexion entre le modèle et le simulateur. Cependant, un raccourci trop rapide serait de faire communiquer le pilote automatique directement avec SimConnect. Cette approche est incorrecte parce que le pilote automatique, il parle avec un avion, il ne parle pas avec un SimConnect. Nous avons donc conçu un avion de test que nous avons nommé SimAirplane et qui sert à communiquer à faire le lien en fait de communication entre le pilote automatique et le SimConnect. Et le simulateur, donc via SimConnect, pardon. Nous avons choisi d'illustrer un petit peu les interactions entre ces différents modules à travers un scénario simplifié afin qu'il soit facilement compréhensible par tous. Donc là, par exemple, le scénario serait que le pilote souhaite un cap de 220 degrés. Donc, il entre ça dans le pilote automatique. Le pilote automatique, il sort une consigne qui est que il faut mettre l'avion avec un angle de 15 degrés de roulis. Et puis, dès que le cap réel est devenu 220 degrés, il met le roulis à 0 degrés. Et donc, le SimAirplane, lui, il reçoit une consigne roulis à 15 degrés. Et donc, lui, il va envoyer à l'avion bouge ton aileron droit de 20%, et lève ton aileron gauche de 20%. Puis, dès que l'avion est suffisamment incliné, donc à 15 degrés, mets les ailerons à 0. Et donc, il envoie ça à SimConnect. Et SimConnect, il traduit ça et il envoie ça au simulateur de vol. Donc, si vous avez été attentif jusqu'ici, on va pouvoir passer à la démonstration commentée. Donc, on va commencer avec l'atterrissage automatisé. Donc, du coup, on va pouvoir passer à l'atterrissage automatisé. Donc, on commence avec une altitude qui est fixée ici à 5000. Donc, on est actuellement dans l'état de descente et on va vers l'altitude de transition. Donc, on descend jusqu'à 4000 tranquillement. Les trains d'atterrissage sont actuellement rentrés, donc ils sont à l'état up. Et donc, quand on va passer 4000, voilà, on descend et on va vers l'altitude GLS qui se situe à 3000. Donc là, l'altitude actuelle de l'avion est à peu près à 3000, donc ça continue de diminuer. Quand on va passer 3000, je vous conseille de regarder les landing gear, puisque là, voilà, on est en train de faire une requête pour déployer les trains d'atterrissage. Et enfin, on passe en mode detected. Donc là, on va vers l'altitude d'approche, pardon. Attention à ne pas confondre, c'est que l'altitude d'approche est fixée à environ 1500 et ce qui est indiqué, c'est la hauteur par rapport à la piste de la phase d'approche qui est à 1000. Donc à 1500, voilà, on descend et on va vers l'altitude de la piste qui est à 500.
Donc, quand on sera à 500, on considère que l'avion touche le sol. Et donc, vous allez voir que dans la partie braking, les deux indicateurs vont commencer à bouger. Donc là, on est actuellement à 900. Donc, on continue à descendre tranquillement jusqu'à 500, 700, 650 et 500. Et donc, on voit que le poids sur les roues augmente et que la vitesse sur les roues diminue, puisque voilà, c'est le principe du freinage lors d'un atterrissage. Nous allons maintenant passer à la démonstration donc, du pilote automatique croisière sur simulateur de vol. Donc, nous avons tenu à vous présenter une partie du pilote automatique exécuté en local et une partie du pilote automatique exécuté sur simulateur de vol. La différence entre les deux, c'est juste que le pilote automatique qui est exécuté en local, il est connecté à un avion dit avion de test qui s'appelle demi-airplane. Et en fait, il suffirait de le connecter à un avion simulé qui s'appelle SimAirplane pour pouvoir le faire fonctionner sur simulateur de vol et inversement. Ici, donc, ce que vous allez voir à l'écran, ça va être donc l'exécution de ce pilote automatique avec un simulateur de vol. Donc, il faut savoir qu'en haut de l'écran, vous avez l'interface que je vous ai présentée avant, donc le panel diagramme, qui a été en fait juste monté en parallèle du simulateur de vol. Donc, vous allez voir donc toujours les 4 colonnes et puis il est possible d'enclencher le pilote automatique en cliquant sur le bouton AP1. Puis ensuite, on va pouvoir entrer des ordres d'altitude en cliquant sur le bouton rotatif correspondant. Ensuite, on va pouvoir brancher le module d'altitude en cliquant sur le bouton ALT. Par la suite, on peut aussi imposer cette fameuse vitesse verticale en cliquant sur le bouton rotatif tout à droite. Brancher le mode de gestion de vitesse verticale en cliquant sur le bouton correspondant. Et on peut, bien sûr, entrer des ordres de cap voilà, en cliquant sur le bouton rotatif correspondant, enclencher le module correspondant. Et pareil pour la vitesse, en entrant donc un ordre de vitesse et en branchant le module correspondant. Nous allons maintenant vous présenter donc, le fonctionnement de ce pilote automatique sur un Boeing 787 en montée. Donc, tout d'abord, pour l'instant, donc le décollage se fait manuellement. On rentre le train d'atterrissage, on rentre les volets. Et une fois que l'avion est considéré en montée vers l'altitude de croisière, on peut entrer cette fameuse altitude de croisière cible. Donc, on clique. Voilà, on va mettre ici 11 800. Puis, on clique sur le bouton ALT. Et naturellement, directement, l'avion adopte un angle de montée correspondant qui est géré par la pilote automatique. On peut faire pareil pour la vitesse. Ici, on entre 246 nœuds, puis on branche donc, le module de vitesse. Et on va faire pareil pour l'angle pour le cap. Et dès que l'on branche donc, le module de cap, on voit que l'avion se met immédiatement en virage à droite. Virage propre, maîtrisé, confortable. Et il va aller donc vers ces éléments qui sont donc demandés par le pilote. Dès qu'on va se retrouver dans le voisinage du cap souhaité, la machine à état va passer dans un état qui s'appelle holding heading et que vous allez voir bientôt à l'écran. Et donc, il y a des actions qui sont dans cet état-là, qui sont spécifiques au maintien de cap. Et donc, en fait, ça va permettre à l'avion non plus d'aller à un cap donné à partir d'un cap précédent, mais plutôt de maintenir ce cap. Donc, en l'occurrence, s'il y a des turbulences ou autres. Et donc, voilà. Et directement après, les actions qui sont dans cet état-là se mettent en place et on voit que l'avion se stabilise. On va avoir la même chose pour lorsque l'avion va atteindre l'altitude de consigne. Donc voilà, on se retrouve au voisinage de l'altitude de consigne et puis la machine à état correspondante va passer en état holding altitude avec les actions qui sont inhérentes à cet état-là. Enfin, je terminerai par remettre en évidence le fait que ce pilote automatique agit directement sur les commandes. Et donc, on le voit là avec les manettes des gaz et les yokes qui bougent en temps réel et qui sont pilotés par ce pilote automatique-là que nous avons conçu. Et donc voilà, à la fin, donc, vous vous retrouvez avec un avion là, qui est en configuration de croisière. Et voilà, le vol se fait très bien, il est très stable. Et ça termine cette démonstration.
Alors, avant de passer à la démonstration suivante, j'aimerais exposer un cas de désorientation spatiale. Et donc, pour cela, j'aimerais exposer le cas du vol Flash Airlines 604. Donc ça, c'est un avion qui volait dans la nuit, dans les nuages, et le pilote a eu une désorientation spatiale, c'est-à-dire qu'il ne voyait plus ni le haut, ni le bas, ni la gauche, ni la droite. Et donc, l'avion s'est retrouvé retourné, entre guillemets, et dans un dernier geste de désespoir, il a voulu brancher le pilote automatique en espérant que celui-ci réussirait à reprendre la main. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que dans les avions commerciaux, si le pilote automatique est hors limite, donc si l'avion est dans des configurations où le pilote automatique considère qu'il ne peut pas récupérer ça, le pilote automatique ne se branche pas. Okay, et donc maintenant, j'aimerais que l'on voit comment réagirait notre pilote automatique à nous face à une situation comme celle-ci. Donc là, vous avez à l'écran une simulation d'un cas de désorientation spatiale. Alors bien sûr, là, on n'est pas dans les nuages, dans un souci de visibilité. Et donc voilà, l'avion est très fortement incliné. Et dans une situation comme ça, si on branche le pilote automatique de l'avion, il refuse de se brancher. Il se déconnecte instantanément. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on donne un ordre de cap, on donne une vitesse, on donne une altitude, on branche et on voit ce qui se passe. Et donc, vous voyez à l'écran que le pilote automatique que l'on a conçu est tout à fait capable de récupérer ce genre de situation. Voilà, il restabilise ses paramètres. Et enfin, nous terminerons par le fonctionnement de ce même pilote automatique sur un Airbus A320 Neo. Voilà. Donc, c'est exactement le même pilote automatique que celui du Boeing 787. On ne l'a pas changé. Et donc, si on le branche, on constate que ça fonctionne très bien. Donc là, on lui donne un ordre de montée. Et voilà. Ça permet aussi de mettre en évidence la robustesse de ce pilote automatique, puisqu'il est tout à fait capable de faire monter un avion en étant en virage serré, tout en étant en virage serré. Et vous voyez que ça se passe très bien. Et voilà, il va atteindre ses paramètres, stabiliser sa montée, stabiliser son cap et stabiliser sa vitesse. Et donc, cette démonstration clôt toute la partie démonstration. Et donc, avant de terminer, nous allons vous parler un petit peu de notre avancement, à commencer par nos réussites. Donc d'abord, nous avons une maîtrise du logiciel Rhapsody, de la méthode Serenity, à un niveau qui permet d'aller jusqu'au banc de test. Et nous en sommes assez fiers. Nous avons donc pour le pilote automatique chargé de la croisière, montée, début de descente, les modules de cap, vitesse et altitude qui fonctionnent bien, mais qui ont encore des lois de commande simples. Pour le pilote automatique chargé de l'atterrissage, l'atterrissage par palier d'altitude se fait bien, et vous avez pu le voir à l'écran. Pour la communication avec le simulateur, la lecture des attributs tels que altitude, vitesse, cap se fait très bien et en temps réel. Et l'écriture d'attributs tels que la position des ailerons, la position des gouvernes en temps réel se fait également très bien. Donc, comme l'a dit Bernard au début de cette présentation, on est actuellement à environ 4 mois de stage sur les 6, donc forcément, il nous reste des choses à faire. Pour l'autopilote cruise, donc c'est-à-dire la partie de Dylan, donc il reste une complexification des lois de commande à faire, plus un travail sur les oscillations, et également un travail de recherche sur l'universalité du modèle et ses limites. Pour l'autopilote landing, donc on a la complexification des lois de commande qui a déjà été commencée et qui est en cours justement. On a également une prise en compte de la vitesse et de la distance à rajouter à la gestion d'altitude qui se fait actuellement. Donc finalement, on a une restructuration des lois de commande à faire. L'ambition finale est bien sûr, je le répète, de fusionner les deux autopilotes en un seul pilote automatique. Et puis aussi, à prendre en compte, c'est mettre en place une sécurité pour parer les dangers dans le domaine de vol. Voilà. Donc, pour conclure avec cette approche objet, avec cet outil Rhapsody et cette méthode Serenity, ça nous a permis finalement de faire interagir des systèmes complexes, donc via les diagrammes de classe, via les machines à état. Ça nous a permis également de collaborer de manière simple et efficace. Donc, avec Dylan, par exemple, on travaille aujourd'hui en simultané
en parallèle. Et notre ambition, c'est de créer un projet commun. On a également une gestion précise des tâches, puisque l'objectif pour réaliser notre projet, c'est de suivre quand même des tâches dans un ordre précis. Donc, on travaille de manière organisée. Et puis, ce qui est vraiment bien, c'est la validation des modèles via les bancs de tests, donc qui se font à chaque étape de conception. Donc là, on n'est plus dans une phase de conception assez longue et une phase ensuite de test complète. On est plus dans une petite phase de conception, une phase de test, une phase de conception. Et si on veut revenir sur une phase de validation, on peut très bien. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir tester à chaque étape de conception nos projets. Donc, on vous remercie pour votre attention avec Dylan. Ça a vraiment été un plaisir d'exposer nos deux projets. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat YouTube. Et puis, on voudrait aussi remercier Sylvain, sans qui ce speak-up n'aurait pas été possible. Donc, merci Sylvain. Voilà, donc comme l'a dit Emeline, on va passer à une séance de questions-réponses. Je voulais remercier beaucoup Dylan et Emeline pour la présentation qu'ils ont faite. C'était leur première présentation Speak Up S2I. C'était aussi leur première présentation en direct sur YouTube. Donc, je trouve qu'ils ont ça plutôt bien. Voilà, donc je les remercie à chacun pour ces deux interventions. Ouais. Mais viens poser la question. Donc, j'ai une question de Vincent Good qui dit « Quelles stratégies de test et quels objectifs de couverture sont efficaces à partir de modèles MBSE et Rhapsody ?» Ok. Alors, en termes de... tu veux répondre à la question en fonction de ton expérience? La couverture, je ne maîtrise pas trop. Je prendrai la partie couverture. Je ne comprends pas exactement c'est quoi la stratégie de test, mais on va dire que nous, on a quelque chose avec Rhapsody, en tout cas avec l'approche objet, qui est que dès que l'on crée quelque chose, dès que l'on crée pour n'importe quel projet, n'importe quel objet, dès que l'on crée donc des actions, des machines à état ou quoi que ce soit, on peut tout de suite les tester, avec test conductor. Et donc, test conductor, il nous dit immédiatement s'il y a un problème ou pas. Donc, à travers ce qu'on a pu vous présenter avec les diagrammes de séquence, les cas de test et tout. Et donc, test conductor nous permet vraiment d'avoir confiance en notre modèle, on va dire. Et donc, voilà, nous, on teste systématiquement à chaque fois, tout le temps. Maintenant, pour la couverture, ça, je ne maîtrise pas. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Ok. Prends les autres questions en attendant. Comme ça, je finis de répondre à cette question-là. Bien sûr, c'est une bonne question. L'idée de la validation, l'idée du test, c'est de valider, en fait. Donc, on a fait un modèle. Ce modèle implémente des comportements à une certaine structure. L'idée, c'est de vérifier que ces comportements et cette structure-là correspondent à ce qui est attendu. Donc, l'idée, c'est de dire d'abord, qu'est-ce qui est attendu? Ensuite, qu'est-ce que c'est notre système? Quelle structure est là? Quelle architecture est là? Quels comportements les éléments d'architecture possèdent chacun? Et ensuite, de vérifier. L'idée, c'est de vérifier que le système, le modèle du système tel qu'il est fait correspond exactement à ce qui est attendu. Ce qui est intéressant, c'est que avec test conducteur, on en a parlé, on a la possibilité d'une part de vérifier que le modèle du système fait bien ce qu'il doit faire, mais on a aussi la possibilité de vérifier la couverture, c'est-à-dire que est-ce qu'on est passé par tous les cas possibles, d'accord? On n'en a pas parlé, Dylan et Emeline n'ont pas mis ça en place, mais c'est quelque chose qui est possible, d'accord? C'est de mesurer la couverture, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien passé par tous les cas possibles? Voilà, ça répond à la question. Donc, l'idée de la stratégie, c'est de dire on veut valider tout, en fait. On veut être sûr que le modèle du système fait ce qu'il doit faire et ne fait aussi que ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, pour la question pourquoi la séparation en deux pilotes, c'est assez simple. C'est qu'avec Dylan, on travaille donc sur un environnement, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui est assez complexe. Il y a forcément plusieurs objets. Et donc, on travaille sur un dossier qui est partagé. Et donc, la séparation en deux pilotes, ça nous permet de travailler simultanément. Donc, moi, sur mon projet d'atterrissage automatisé, Dylan sur son projet de pilote automatique en croisière, en parallèle, avec les mêmes dossiers, les mêmes fichiers que l'on se partage et qui peuvent être mis à jour au fil du temps. S'il n'y a plus de questions, écoutez, nous sommes très heureux que vous ayez participé à ce Speak Up en live.
Nous serons aussi heureux d'avoir éventuellement vos questions pour tous les gens qui regarderont cette vidéo en replay ultérieurement. Donc, n'hésitez pas à répondre ou à contacter soit Emeline, soit Dylan, soit moi-même, soit S2I, Sylvain ou n'importe qui chez S2I. On saura retrouver le chemin des auteurs. Vous êtes disponible sur Mastermost et sur LinkedIn, j'imagine. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Merci bien. À bientôt.